France 2000 continue en direct intégral jusqu'à l'an 2000 et même après, puisque nous serons en direct de ce studio avec Claude jusqu'à demain à 14h. Donc ce soir 20h50 en direct avec Michel Drucker qui doit nous regarder en se préparant pour cette grande soirée. Donc sur les Champs-Élysées, avec vue sur les champs, avec vue sur la Tour Eiffel, avec vue sur l'Arc de Triomphe, au cœur de l'événement, tandis que les autres seront au cœur de chez eux. Nous partons directement pour l'Australie, s'il vous plaît. Dans 10 minutes, c'est l'an 2000 il sera minuit. Hein, voilà, avec un énorme feu d'artifice qui se prépare, le plus gros feu d'artifice jamais vu. Si on peut avoir les images à l'antenne maintenant. On est à Sydney, c'est ça? On est à Sydney, précisément dans le port. Donc là, ce sont des images clippées d'Australie sur une musique du groupe Ice House. C'était fait connaître par Hey Little Mystery il y a quelques années, un des grands groupes de rock australiens avec Midnight Oil et In Excess qui ont perdu leur leader qui s'est suicidé il y a quelques temps. Pour des nouvelles plus gaies, donc dans 9 minutes maintenant, Claude, le plus grand feu d'artifice jamais tiré dans l'hémisphère sud, 25 minutes de feu d'artifice avec 20 tonnes de matos, si vous passez l'expérience. L'expression, on va dire l'expression, mais vous avez beaucoup d'expérience en termes de matos. En termes de matos, absolument. Qui ont été importés de Chine, du Japon, également de France. On est des spécialistes du feu d'artifice. Sydney, c'est quand même tout un symbole. Ça se vérifiera ce soir. Alors Sydney, effectivement, c'est l'autre côté du globe. C'est le prochain site des Jeux Olympiques. Là, on est sur le port, pas très loin de là où Patrick Chêne et tout service des sports planteront leur quartier, donc à partir de septembre prochain. Et là, c'est le chanteur de Ice House qu'on entend, donc en direct intégral. Du port de Melbourne. Donc le compte à rebours est commencé là-bas, moins 9 minutes ou un peu plus. Pour nous qui sommes exactement de l'autre côté de la planète, ce pays donne parfois l'impression de vivre dans une autre époque. Ce duplex nous confirme que non. Pour eux aussi, l'an 2000 est un symbole. On les retrouve juste après le flash de Florence Duprat. Dans quelques minutes, la Nouvelle-Calédonie aussi passera à l'an 2000, Florence. Donc heure par heure, vous pourrez suivre l'évolution de cet an 2000 qui petit à petit aborde tous les continents, tous les pays, tous les États, comme cela derrière nous. Pour les informations. Et oui, vous savez que 2000, Claude, c'est l'année des mariages. Beaucoup ont attendu, oui, ce changement, vous allez voir, pour se passer la bague au doigt. Et les premiers amoureux des années 2000 se sont dit oui dans l'archipel des Chatham. D'autres suivront, c'est sûr. Christophe Duchiran. Comme on dit en sport, c'est un grand moment d'émotion. Avec le nœud papillon, il s'appelle Dean. Avec la petite robe blanche, c'est Monique. Et quoi qu'on en dise, c'est le mariage du siècle. Ils habitent dans les îles Chatham, dans le Pacifique Sud. Pendant ce temps-là, à l'est de la Russie, alors que Boris Eltsine a démissionné, on trinque à la nouvelle année qui arrive, à la vodka et au jour qui se lève sur la toundra. C'est maintenant le grand moment, la cérémonie des anneaux, la bague de l'an 2000. Au grand concours des mariés, ceux-là vont finir premiers. À 800 km de là, à Auckland en Nouvelle-Zélande, on fait dans la pyrotechnie à grand spectacle. Il y a le feu au ciel et à terre, on doit faire des hauts et des A. À Chatham, Dean prend son élan et embrasse Monique à toutes lèvres. La première performance du 3e millénaire, ils sont mariés et à n'en pas douter, ils auront beaucoup d'enfants. Alors très loin de nous, à quelques 20 000 km, la Nouvelle-Calédonie se prépare à fêter l'an 2000. Quand on évoque la Nouvelle-Calédonie, on a bien sûr en mémoire les événements tragiques d'Ouvéa et l'assassinat de Jean-Marie Djibaou en 89, un an après les accords de Matignon. La France maintient une force armée dans le Pacifique, 6 000 hommes, dont 3 500 en Nouvelle-Calédonie. Ces soldats du bout du monde ont une mission un petit peu particulière, vous allez le voir, c'est ce qu'on appelle le service militaire assisté, comme nous le montrent Martine Laroche-Joubert et Gilbert Uzan. Soldats du bout du monde, les militaires de Nouvelle-Calédonie se découvrent depuis 5 ans une nouvelle mission. Nous sommes dans le camp de Kumak, au nord de ce caillou perdu dans le Pacifique. 200 soldats encadrent des Kanaks, c'est le SMA, le service militaire adapté. Ici, on ne parle ni de stratégie, ni de zone d'influence dans le Pacifique. Le langage est plus agricole. La castration, ça fait partie intégrante de l'instruction qu'on mène. La castration, pourquoi? Tout simplement pour la qualité et le goût du cochon. C'est pas plus
crois plus navrant de faire l'instruction aux jeunes du territoire que de faire du combat ou alors d'humanitaire en ex-Yougoslavie, peu importe. Surprenant tout de même pour des baroudeurs devenus apiculteurs. Mais ils sont tous volontaires pour donner aux Kanaks une formation professionnelle pendant leur service militaire. Vous êtes ici à la section maraîchage du GCMOD de Nouvelle-Calédonie et nous sommes actuellement sous la serre-tunnel. Alors la serre-tunnel, c'est un espace où nos gars peuvent mettre en pratique les connaissances, enfin les cours qu'on leur donne en salle de cours. Et vous vous sentez dans votre rôle de militaire ici? Disons que c'est assez particulier, oui, c'est un rôle de militaire, c'est un rôle de formation. Avant, je leur apprenais à faire la guerre et actuellement, je leur apprends à planter des tomates. C'est assez différent, il faut s'y faire, mais c'est une expérience relativement enrichissante. Utile surtout pour les jeunes sans emploi ni diplôme. Une bonne idée pour les jeunes qui ont du mal à s'en sortir dans la vie civile. Puis ils ont une chance de se rattraper dans le service militaire, ici, à Koumak. Et vous avez l'impression que vous êtes en train de vous rattraper? Ouais. Enfin, c'est une seconde chance, quoi. Le patron du SMA, un ancien du Tchad. Salut Corbel. Ça va? T'es content de tes troupes? Ok, bien, allez, un petit point rapide. Vous en êtes où là? Là, on en est au point de la finition. Ok. Hein, on est en train de renforcer la... Si loin de la métropole, l'armée se montre bienveillante pour les insoumis de la République. Vous avez quel âge? 26 ans. C'est un peu tard, non, pour faire son service? Ah, monsieur, moi, j'étais un ancien déserteur. Déserté de l'armée de terre. J'ai redemandé à rentrer ici au SMA. Pourquoi vous avez demandé? Pour apprendre un métier. J'éprouve beaucoup de satisfaction à donner aux jeunes une expérience que j'ai et ensuite eux m'apportent de leur côté tout ce contact, cette générosité que j'ai toujours trouvé du reste sur tous mes théâtres d'opération. Hein. Un parcours un peu particulier dans une vie de militaire. Si l'occasion se présente, à mon retour, il est certain, je me replongerai dans le bain et puis je reprendrai les missions opérationnelles. Je pense pas que ça me pose de problème majeur. Non, il n'y a pas de problème. Pas du tout. On peut passer du coq à l'âne, c'est le cas de le dire. Jeune de Touran, oublie tes souffrances. Je t'envoie cette lettre, maman, pour te dire combien il est difficile d'être militaire. Un champ du temps où les tensions étaient fortes entre armée et Kanaks. Aujourd'hui, les militaires sont au champ, un signe de paix en Nouvelle-Calédonie. Et le 1er janvier 2000 sera synonyme d'émancipation pour la Nouvelle-Calédonie, Claude, puisqu'elle se verra transférer certains pouvoirs qui étaient jusqu'alors exercés par l'État. Ça s'inscrit dans le cadre des accords de Nouméa signés en mai 98. Dénouement heureux à Kandahar, où on apprend à l'instant que tous les otages retenus depuis une semaine à bord d'un Airbus d'Indian Airlines ont été libérés. Ils sont attendus en Inde dans l'après-midi. Il y avait 3 Français à bord. Hein. Il y avait 3 Français à bord. Et puis tout au long de ces 24 heures, nous allons faire un petit retour en arrière. C'est toujours amusant de voir ce qui était prévu pour cette année 2000. Il y en avait certains qui avaient des idées lumineuses, d'autres c'était un peu moins sûr. Donc on évoquera plusieurs secteurs et là on va parler de la bouffe, de l'alimentation. Que va-t-on manger en l'an 2000? Il y a quelques années, on se posait la question à la télévision. On avait aussi pilules, quelques idées. Ouais. Oui, de la nourriture lyophilisée par exemple. Donc on Comment avait quelques couper l'appétit idées. sans avoir des enfants, tout ça. Pardon? Alors, La pilule. Oui. Et alors? donc, les idées qu'on avait il y a 20 ans, résumées par Hervé Brosini. Je vais te manger. L'an 2000, bien sûr, c'est sur la 2. D'abord parce que la 2 avait vu l'an 2000 avant l'an 2000. Tu mangeras quoi? Oh, sûrement comme on voit à la télé, dans un petit tube, là, c'est... Tu aimeras ça? Bah, ça dépend si c'est bon. Pour manger un beefsteak, on aura une pilule. Ça ira plus vite. Et pourquoi ça? Parce que madame travaille. Tu te débrouilleras. Je suis pressée, je suis obligée de partir. Au revoir. Ah, c'est charmant, ce civet de lièvre en pièces détachées. Et le ragoût, le cassoulet, les quenelles? Ah non, non, écoutez, j'ai pas le temps, c'est lourd, et puis ça endort les hommes. Alors... Ça serait un peu pour leur donner les forces pour aller travailler, et puis aussi, il y aurait beaucoup à Mardi Gras, il y aura les plus grosses crêpes. Même qu'avec les pilules, on pourra faire beaucoup plus qu'un simple repas. Dans pas longtemps, peut-être qu'en l'an 2000, c'est sûr et certain, on fera des bébés avec une graine qui sortira en tube.
c'est pas forcément idiot tout ce qui va être raconté dans ces séquences préparées par Hervé Brusini. On est à J-11, mais dans quelques secondes, on va passer à J-10. 10 secondes précisément, dans 10 secondes 9 maintenant il sera... Ah, des images de Sydney. Alors, on va passer, on va essayer, faudrait qu'on voit la Tour Eiffel en même temps s'il vous plaît. La Tour Eiffel aussi, la Tour Eiffel. Voilà, J-10. Et c'est parti, en même temps. Tout en simultané. C'est parti pour le plus grand, le plus long, le plus beau feu d'artifice jamais vu dans l'hémisphère sud. 25 minutes de feu d'artifice continu. Il est minuit pile, bonne année donc à tous les habitants d'Australie, en tout cas la partie la plus est, puisque ce continent est traversé par 3 fuseaux horaires. Alors ils sont 7 800 000 environ. Outre Sydney, on va citer d'autres villes où en ce moment même on fête l'an 2000, je pense Melbourne, Perth, Hobart. Melbourne, on sera en direct dans quelques dizaines de minutes, je crois. Hobart, Darwin, Canberra, Brisbane, Adelaide, Canberra qui est la capitale fédérale. C'est la seule nation à occuper un continent entier. Il y a tout le problème des aborigènes qu'évoquera Christophe Duchiron dans un instant. Le gouvernement a présenté ses excuses aux aborigènes il y a quelques temps. On profite un petit peu de la musique et de cet embrasement. On imagine la fête à Sydney, celle qu'on connaîtra, d'ici 10 heures précisément, en France métropolitaine. C'était le God Save the Queen, car il ne faut pas oublier que la reine Elisabeth était également la souveraine d'Australie. C'est joli. Ah, bonjour Jean-Luc. Oh, bonjour Claude. Ah, tu m'as fait un clin d'œil? Oui, tu es mon copain. Donc c'est tout le port de Sydney qui est littéralement baigné de lumière, comme disent les agents immobiliers quand ils veulent vous vendre une maison avec des grandes fenêtres. Ah, on voit tous les bateaux du port de Sydney qui sont tous illuminés, qui sont dans la rade de Sydney. Ça ressemble presque à une gigantesque bataille navale, bataille pacifique bien entendu. Alors, les femmes et les enfants d'abord quand même. Comme une répétition pour les Jeux Olympiques qui ouvriront le 15 septembre 2000, ici même à Sydney. On attend plus de 10 000 athlètes. Couvert essentiellement, pour ne pas dire en exclusivité, par France Télévisions et tout notre service des sports. Nous sommes donc dans l'océan Pacifique une nouvelle fois, avec le sourire de Claude. Et ce feu d'artifice donc qui a nécessité 20 tonnes de matériel. Sur l'ensemble de la ville, ils sont en avion, des vues aériennes sur ces feux d'artifice exceptionnels. C'est l'an 2000, en ce moment, à Sydney, en Australie, sur cette partie australienne, puisqu'il y a 3 fuseaux horaires, comme disait Jean-Luc. Évidemment, ces images qui sont exceptionnelles, on vous le disait, le plus grand feu d'artifice jamais tiré en Australie sera vu et revu tout au long de l'année jusqu'au JO, dont vous parlait Claude il y a quelques instants, et que vous vivez donc en direct intégral tout de suite, comme tous les événements de la planète aujourd'hui sur France 2. C'est une petite planète qu'on vous propose sur France 2000. Il faut savoir que la préparation des Jeux Olympiques à Sydney, outre l'habitude qu'ont les Australiens de pratiquer beaucoup de sport, de vivre beaucoup avec la nature et au rythme de la nature, les Jeux Olympiques mobilisent énormément les jeunes Australiens, toute la vie australienne, l'économie australienne qui entend bien en faire une vitrine. Cette nation occupe le 6e rang mondial, c'est une nation qu'on a tendance peut-être à oublier, car apparemment tout va bien, à part effectivement le problème des aborigènes que l'on évoquait tout à l'heure. Mais la préparation des Jeux Olympiques est comme une immense chance pour les Australiens. Et ils voulaient aussi, par ce feu d'artifice, montrer leur enthousiasme planétaire pour ceux qui les attendent. C'est beau, hein? C'est beau et bien filmé en plus. Si vous reconnaissez les morceaux qui sont actuellement interprétés, n'hésitez pas. C'est la mer dans sa salle de bain là, actuellement. En avant. Oh yeah. I've got you under my skin. Créé par Cole Porter, interprété par Sinatra, me semble-t-il. Alors là, c'est Marilyn Monroe. Donc là, on est en train de remonter tout simplement la dernière partie du siècle.
avec des grands tubes. Voilà les Beatles maintenant, donc les années 40, les années 50, les années 60. Les Rolling Stones. Les Beach Boys, donc les surfeurs, non pas australiens mais de Californie. On a eu les ZZ Beats juste avant. Ça s'écrit comme les ZZ Top, hein, pas comme Pierre Perret. Ça doit avoir de la gueule sur place, hein. Déjà d'ici c'est très beau. Lou Reed, qui succède à David Bowie. Queen, me semble-t-il. Bon, là, c'est les Bee Gees, hein. Tu danses, Clémence? Voilà, il y a actuellement plus d'1 million de personnes rassemblées à Sydney. Je rappelle que l'Australie compte plus de 18 millions d'habitants. Il y a 1 million de personnes qui sont autour de ce port. Et il y aurait 100 000 personnes à bord de 6 000 bateaux selon la police australienne, d'après les informations qui viennent de nous parvenir. C'est une très imposante flottille. Avec des fusées qui montent d'eau jusqu'à 600 mètres d'altitude, donc qui sont visibles à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Comme d'ailleurs le feu d'artifice de la Tour Eiffel ce soir sera visible à 10 km à la ronde. Vous habitez autour de Paris. Alors tout va bien, tout est calme, dit la police australienne de Sydney actuellement. Il y a donc, ils attendent encore un peu plus de personnes. Il pourrait atteindre jusqu'à 1 500 000 personnes à Sydney. Je rappelle qu'il y a 18 millions de personnes sur l'ensemble du continent australien. C'est vous dire l'énorme rassemblement, l'énorme afflux de population autour de ce port et de ce feu d'artifice unique au monde par son importance, par sa durée, par sa musicalité. 6 mois de préparation en tout, donc pour arriver à ce résultat aujourd'hui. On entre dans l'an 2000 en Australie, on y restera une bonne partie de l'année avec les JO. Ce sera une des années australiennes du siècle qui commence donc l'année prochaine. L'Australie qui est souvent un symbole de la défense de l'environnement, de la bataille pour la propreté, que ce soit des mers, que ce soit dans les airs, contre le nucléaire. Ils sont beaucoup battus, notamment contre les essais nucléaires français, eux aussi. Ils ont aussi une réputation de gros fêtards. C'est vrai que c'est un pays où, quand on sort du bureau, notamment quand on est au bord des côtes comme à Sydney, on a la chance de pouvoir aller faire du surf. Il est fréquent de voir un cadre sortir en costard-cravate avec le surf sous le bras, où on picole, où on s'amuse et où on sait faire la fête comme le montrent ces images. Peut-être pouvons-nous faire un petit détour par Melbourne, car nous sommes en direct de Melbourne avec Bruno Léviscol, qui travaille pour France 3 d'ailleurs, qui est avec sa petite fille Eva. Est-ce que Bruno Léviscol et Annie Léviscol nous entendent? Oui, allô? Oui, racontez-nous. Vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour. Jean-Luc oui, bonjour Jean-Luc. Oui, allez-y, racontez-nous. Racontez-nous comment ça se passe. Bah, écoutez, voilà, donc vous nous appelez là, nous sommes à Melbourne, il est exactement minuit 7, pardon. Donc ça fait 7 minutes que nous sommes passés à l'an 2000 et nous avons un magnifique feu d'artifice ici sur Melbourne. Nous sommes ici avec la famille, des amis, nous sommes une trentaine de personnes à fêter cette entrée dans l'an 2000. C'est absolument formidable. Voilà, et je suis avec ma femme Annie, ma petite fille Eva, qui a 6 mois exactement, et c'est absolument fabuleux. Voilà. Alors, qui sont vos amis? Je crois qu'il y a un restaurateur à côté de vous. Alors voilà, il y a Emma qui est restauratrice, qui est chef pâtissier. Voilà, bah, je vais vous la passer. Voilà Emma. Do you speak French or English, Emma? Hello? English, please. English. Qu'est-ce que vous avez préparé à manger pour le réveillon? What did you cook, especially for tonight? I made a pavlova. Un quoi? With peaches and raspberry. Donc il y a des fraises, des raspberry, des framboises plutôt. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai pas eu le début. Du cloug, j'ai cru comprendre. Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir pour le réveillon australien? I don't understand you. You have to speak English, please. Ah, speak English. Est-ce que je pourrais avoir à nouveau Bruno? Claude, je reprends la ligne. Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir pour le réveillon? Qu'est-ce qu'on mange en Australie? Alors écoutez, ici en Australie, comme Melbourne est une ville très cosmopolite, nous avons une entrée très australienne. On a eu un gazpacho parce que ici, bien sûr, pour nous, c'est l'été. Nous sommes
nous sommes dans l'hémisphère sud. Et ensuite, nous avons eu des plats asiatiques, parce que nous sommes géographiquement à côté de l'Asie. Et on a eu un canard laqué, nous avons eu un magnifique plat de légumes cuits à la manière thaï. C'était absolument fabuleux. Voilà. Voilà, alors c'était vraiment... Bruno. Et là, nous avons donc un gâteau qui s'appelle un pavlova, qui est un gâteau, c'est une grande meringue avec de la glace partout. Enfin, c'est fantastique, voilà. Bon, Bruno, je crois que vous avez des parents qui sont actuellement en Champagne et qui ont subi des intempéries. Peut-être que vous pouvez vous adresser à eux. Bah écoutez, à ce moment-là, je vais vous passer ma femme Annie, qui est australienne, mais qui a répété toute la journée en français pour passer un message à tous les Français qui sont victimes de la tempête. Bah, je vais vous passer Annie, ma femme. Bonne année Annie, bonne année. C'est Claude? Oui, et Jean-Luc. Oui, c'est Claude et Jean-Luc. Oui. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, bonne année. Happy New Year. Bonjour. Happy New Millennium. Allez-y. Allez-y. Bonne année. Vous pouvez vous adresser à vos beaux-parents qui sont donc installés en Champagne et qui ont connu, comme beaucoup de Français, le choc des deux tempêtes des semaines dernières. On a perdu la liaison. Allez-y. Alors, I don't think I understood him, but je veux dire que nous pensons de tous les Français qui sont les victimes de les tempêtes. Nous voyons les images dans le journal et c'est terrible, mais nous pensons des eux beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était... thank you very much indeed for that. Do you want to say something else? Merci à vous et bonne année. Bonne année à vous. Ce sera dans un peu moins de 10 heures. Claude. Oui, Bruno, oui. Oui. Claude, voilà. Eh ben merci. Donc voilà, c'était vraiment... Merci, on vous souhaite à tous une bonne fin d'année. Une excellente année 2000. On est loin de la France, mais ici on a une communauté française qui est très soudée autour de l'Alliance française de Melbourne, autour du consulat, de gens qui font un travail fantastique au niveau culturel. Et écoutez, on pense très très fort à tous les Français qui ont été victimes de la tempête et bien sûr de la marée noire. Et écoutez, on juste vous dire qu'on aime la France et on pense à vous très 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 fort. Voilà. Merci pour ces messages Merci du beaucoup, bout du Bruno. monde. Il faut expliquer la liaison technique particulière qui explique une image légèrement décalée de temps en temps. On n'a pas tout à fait 24 images par seconde. Et il y a deux satellites qui retransmettent, donc il y a 2 secondes entre la fin de nos propos et les leurs. Qu'on monte jusqu'au satellite et que ça redescende jusqu'à nous. Voilà. Justement, on va continuer à penser à la France avec Clémence Arnaud qui représente un peu la France vue de l'intérieur. Son sens du terroir n'a pas échappé à la direction de France 2 qui l'a donc placé à cet endroit stratégique. Nous sommes en liaison avec 7 sites partout en France. Où partons-nous maintenant, Clémence? Eh bien, Jean-Luc, partons à Courchevel. Je crois que Pascal nous attend à Courchevel. Bonjour Pascal. Avec quelle météo? Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien, oui. Vous êtes sous la neige ou quoi? Malgré le mauvais temps, oui, nous sommes sous la neige aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que tout va bien, les gens mangent dehors quand même. Il y a du monde sur les pistes? Écoutez, là, ils arrivent. Ils sont tous au Genépi. Oui. Ils sont tous au Genépi, il est 14h13. Il y a déjà de l'ambiance. Et tous ces gens vont faire la fête à la... donc je sais pas si vous nous entendez bien. C'est sûr, on entend bien, on sent bien le goût du Genépi, ça, je vous rassure sur ce point. Mais ça veut dire que le 31 a déjà commencé chez vous, c'est la fête? Le 31 a bien commencé, on va dire. Il n'a pas encore fini, hein? Vous êtes en train de confondre votre coupe de champagne. D'accord, qu'est-ce qui se passera-t-il ce soir à minuit? J'entends pas très bien, excusez-nous, les gens ont bu trop de Genépi. Qu'est-ce que vous allez faire de beau ce soir à minuit, Pascal? À minuit? Oui, qu'est-ce que vous prévoyez? Ce soir à minuit? Oui. Un gros réveillon. Du genre? Un grand réveillon, oui. Mais quel genre? Donnez-moi des exemples. On va manger du homard, de la langouste, Bon, du caviar. on aura l'occasion de voir ça tout à l'heure.
On reviendra à Courchevel, justement. Tout à l'heure, on sera avec vous. Pensez à la sieste quand même. Hein, oui, parce qu'ils ont et l'air pas déjà trop bien. Genepi quand même. On va où maintenant? Tu penses à la sieste quand même parce qu'ils ont l'air déjà bien cuits. Ils sont bien en forme. Ceci dit, avec le froid, vous Allez-y, savez, je pense Clémence. que On va l'alcool où, et tout, là, ça maintenant compense. Maintenant, on part à Saint-Connan, dans les Côtes-d'Armor. On va enfin voir la famille Ah. Thomas. J'espère que là, on va pouvoir vous entendre. Ah ouais, C'est je sais pas, Anne, celle-là. je crois. Oui. Bonjour, Anne. Comment ça va? Absolument. Très bien. On était... Ça va bien, Anne? Oui, ça va, Clémence? Alors, on n'a pas pu se parler tout à l'heure, mais alors qu'est-ce que vous prévoyez aujourd'hui et pour ce soir? Racontez-nous un petit peu, c'est en famille? Ah, c'est en famille, hein? Alors donc, avec mes 4 filles, mes 4 gendres et mes 5 petits-enfants, plus des amis. Et alors, ça va être la grande fête? Vous allez être combien en tout? Ah ben j'espère, hein? Qu'est-ce que vous prévoyez? Vous allez faire des surprises tout à l'heure quand on viendra chez vous? Je pense que Jean-Luc aura envie de voir un petit peu les petits préparatifs. Racontez. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous auriez de croustillant à raconter à Jean-Luc et à Claude tout de suite, là? Les préparatifs de la fête. Les préparatifs, déjà, mes gendres ont déjà bien travaillé ce matin. Oui. Ils ont mis la table, enfin la table et... Oui, les tables, et puis ensuite, ils ont commencé à décorer, et tout à l'heure, on va faire le reste. Alors il paraît que c'est Philippe le clown de la bande, c'est vrai? Ah oui. Apparemment, oui. Oui. C'est qui Philippe qui lève la main? Ah, il est là. ouais. Il a un micro, Philippe? Bonjour Philippe. Ah, le micro est là, bonjour à tous. On vous entend. Qu'est-ce que vous avez prévu de dire à votre famille, mais également au monde entier ce soir quand il sera minuit? Eh ben, j'ai une petite pensée, moi, pour les intempéries en France. Bien sûr. Ici, on s'amuse. Et dans certains pays de France, dans certains endroits de France, ils vont peut-être pas s'amuser comme nous. Alors, je pense qu'on peut avoir à minuit pour tous, dans le monde entier, une pensée pour les gens qui sont dans la misère et qui sont avec 5 mètres d'eau dans leur maison et qui n'auront pas la chance de faire la fête comme nous. Vous qui êtes à Saint-Connan, donc dans les Côtes-d'Armor, près de Guingamp, pas très loin de Saint-Brieuc également, Clémence. C'était la famille Thomas qu'on retrouvera tout à l'heure, donc ils seront toute la famille réunie. Et maintenant, Jean-Luc, Claude, je vous propose de partir en Corse. On retourne voir Doumé. Coucou Doumé. Ah, mais je vois que vous êtes dehors. Vous êtes... Oh là là, racontez-nous, c'est superbe. Quel ciel! Oh, il fait beau. Qu'est-ce que vous avez de la chance? Ça va, Doumé? Ça va très bien, mais voilà, on profite Alors, un peu du soleil. Vous êtes où, là? Là, on est sur la terrasse côté bar. Et Donc, Et on profite un peu avec les amis. quelle température il fait en Corse? Oh, je sais pas, il doit faire au moins 17-18, hein. Oh non, c'est Au pas moins. possible. Mais ce n'est pas possible. Au moins, hein. Oh là là, renvoyez-nous On Courchevel. est bien, hein. Ouais. Ah bah, ça a l'air effectivement, c'est que vous allez quasiment passer minuit sur la terrasse, vous. Ben ouais, là on a mangé, là on va boire le café dehors. D'accord. Et après on retourne préparer, et puis voilà. Quel sera les grandes festivités, les grands moments de ce soir? Quelles pensées vous aurez au moment où nous basculons dans l'an 2000? Ben, déjà, pensez pour tout le monde, pour ceux qui ne sont pas là malheureusement, pour les gens qui ont souffert là, ces derniers temps de tous les problèmes. Et puis voilà, puis j'espère que ça va aller pour tout le monde, et puis Voilà. que la fête sera grande. Qui est la personne qui est à côté de vous? C'est mon père. Ah, bon. Alors, est-ce que vous avez des souvenirs de réveillons particuliers en Corse, monsieur? Oui, on en a fait, hein. Mais pas comme celui-là, hein. L'an 2000, c'est vraiment éclatant, hein. Ah bon, et pourquoi c'est éclatant? Parce qu'il faut préparer tout, hein. Ah ouais. C'est-à-dire? Il y a beaucoup de monde qui est venu, il y a eu beaucoup de monde, de gens qui sont venus de Paris, de Savoie, de Marseille. Il y a des gens qui sont venus de Madagascar. Ah ouais? Oh, bah dis donc. Spécialement pour faire le 31. Il y en a qui repartent juste demain, qui ont fait l'aller-retour. Et Léon, vous Donc, faites je pense quoi, que ça nous a vous? beaucoup motivés. Eh ben moi, je suis entrepreneur d'abord. Ouais. Mais je donne quand même un coup de main au restaurant. Ah oui, quand même. Donc les gens ne sont pas encore arrivés, là vous attendez des gens à partir de quelle heure? Là, on prépare. Là, On prépare. Il y a toute la famille, il y a les amis, il y a les employés qui sont là. Là, on prépare. Et bon, on a bientôt fini. Hein. On a commencé hier matin, presque, la mise en place. Et vous, là, on finit. Il paraît que vous avez un voisin qui s'appelle Fugain, c'est vrai? Ouais, il est juste là derrière. Ah bon? On va presque à la maison d'ici. Il y a du tronc qui est sur la gauche. Ouais. Voilà, il y a Robert Renucci qui est pas loin aussi, il y a le Micapé là. Non, on est un peu en arrière, vous faites comme l'oiseau. Et vous allez revoir Michel Fugain. Ben, merci en tout cas à nous, vous nous parlerez du menu, du nombre de convives tout à l'heure. On repart pour notre boulangerie dans la Haute-Garonne. À Saint-Alban, on va Tout près de trouver Toulouse. les Boers. C'est Jean. Qui c'est? Coucou. Qui est là? C'est Joël. Bonjour. Bonjour, Noël. Ça va bien? Vous vous appelez Noël? Bonjour, ça va très bien.
On a vu tout à l'heure Bonjour, ça va très Jean-Luc. bien. Vous faites partie de la famille de Jean-Luc, qu'on a vu tout à l'heure? Pas du tout. Vous travaillez à la Je boulangerie? suis... Oui, pas du tout, je suis pâtissier chez Jean-Luc, justement. Alors c'est de la bûche de Noël ou de la bûche de l'an 2000, ça? Si on peut avoir un petit Alors zoom, ça, nous- c'est la bûche de Noël, oui, que nous avons fait pour les fêtes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et pour le réveillon, nous avons fait un gâteau qui s'appelle le Saint-Sylvestre, pour le Nouvel An. Il est où ce gâteau? Il est ici. Alors présentez-le présentez-le bien à la caméra, oui. Bien plus près, Voilà. comme l'entarteur un peu. Miam, miam, miam. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans alors? On voit pas bien là. Dedans, c'est une bavaroise à la vanille, aromatisée au pointreau avec des fruits frais. C'est léger, c'est régime, hein? Bah, D'accord, écoutez, je vous remercie. C'est léger. Ça vous met en appétit, Jean-Luc? C'est pas tous les jours Noël, Oh, allez, c'est très très bien, Jean-Luc. D'accord, c'est pas tous les jours Joël. Oui, Merci oui, beaucoup d'avoir on été avec nous. Jojo d'ailleurs, Jean-Luc. On retrouvera sûrement Jojo tout à l'heure et puis les autres personnes des 7 sites que nous avons en France. Donc la suite de France 2000 chez vous. Voilà, tout France à 2000 l'heure. chez vous, y Oui. compris même ce soir dans les boîtes de nuit. retourner à Sydney, Jean-Luc. Bah oui, parce que dans 5 minutes aura lieu le bouquet final pour le plus gros donc feu d'artifice qui ait jamais C'est connu le passage l'Australie. à l'an 2000 pour Nous sommes à l'Australie. l'antenne, allons-y. C'est Voilà, tout de suite le Sydney. bouquet final, c'est parti. En direct de Sydney. Hein. En direct intégral, comme toutes les festivités que vous suivrez tout au long de la journée. C'est donc l'an 2000 qui aborde en ce moment l'Australie, car il y a 3 fuseaux horaires sur le continent australien. Donc là, nous sommes à Sydney pour le feu d'artifice. Sur fond de musique le rock. bouquet final. Il y a près d'1,5 million de personnes en ce moment même sur le port de Sydney. Vous distinguez en bas de votre écran actuellement une flottille. Il y a plusieurs milliers de petits bateaux qui se trouvent dans ce port de Sydney pour cette aperçoit l'opéra célébration Sydney. qui se veut d'autant plus solennelle. Je rappelle que les Jeux Olympiques auront lieu à Sydney à partir du 15 septembre 2000. N'hésitez pas, cher Jean-Luc, à reconnaître les musiques, ça me rendra service. Donc là, c'est vous dans les années 70 avec Prince et Gérard Rolls. Bien en sûr. trio. Et Jacques Chancel qui avait écrit les textes, je crois. C'est ça. Avec évidemment, vous reconnaissez les chœurs de Michel Fugain et de Michel Drucker. Ouais. Un million d'Australiens sont donc en train d'assister en direct, au moment où on se parle, à ce gigantesque feu d'artifice. Mais il dure plus d'une demi-heure dans leur feu d'artifice. quand même. Il a commencé à minuit pile, donc il y a 22 minutes, ou presque. Et il est prévu sur 25 minutes. Il faut les faire péter les 20 tonnes de matériel apporté là. Dans une bonne partie de la France d'ailleurs. Et toujours le sourire impassible de Claude. Alors je vous recommande ce sera vers 14h47, un reportage de Christophe Duchiron sur un aborigène. C'est qu'ils sont 800 000 sur 18 millions d'habitants en Australie. Et ils ont commencé à obtenir des droits qui les rendent à peu près égaux aux autres, mais ils se sont beaucoup battus, ils ont été exterminés, il y a une histoire aborigène qui est atroce. Et petit à petit, l'Australie est en train de renouer avec son histoire, à reconnaître ses torts. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait récemment par le Premier ministre. Et à présenter ses excuses aborigènes. Et au nom Christophe d'Australie. Duchiron a rencontré un artiste aborigène qui est absolument remarquable, très impressionnant, que vous verrez tout à l'heure vers 14h45, 14h50. Alors que le bouquet final est parti sur le port de Sydney. Nom d'un pétard. Qui explose, 20 tonnes d'explosifs, nom d'un pétard, disait Claude. En parlant de pétard, il y en aura un très grand qui sera confectionné ce soir à Amsterdam, nous a appris l'agence France Presse il y a quelques temps. Un autre genre de pétard qui fait de la fumée aussi et qui fait voir la vie de toutes les couleurs, paraît-il. Un vrai feu d'artifice donc pour les habitants d'Amsterdam. Ouais, c'est joli, on voit bien les bateaux, la flottille dans le port de Sydney. L'opéra, le pont du port de Sydney. Pendant les pétards, je parle évidemment sous le contrôle de nos invités qui nous ont rejoints sur le plateau. Noël Copin qui sourit. Il a beaucoup voyagé. C'est magnifique ça.
Ça s'embrase derrière l'Opéra de Sydney. Tout de verre vêtu, avec des reflets sur les eaux du port, le Pacifique, qui nous permettent d'apercevoir tous ces bateaux. Et maintenant la ville de Sydney, ville très moderne, mais tout près des plages également. Et l'Opéra de Sydney qu'on reconnaît avec ses formes très originales. Vous entendez l'orchestre philharmonique de Sydney, toujours en direct de cet opéra. Et là c'est magnifique. Je rappelle que c'est en direct, vous êtes en direct avec Sydney en Australie, où l'an 2000 vient d'arriver depuis 25 minutes, tandis que nous sommes à Paris à J-10h, Jean-Luc. Un peu moins maintenant. Alors nous allons enchaîner un de nos premiers débats de l'après-midi. France 2 a eu la bonne idée de commander à l'IFOP, l'Institut de sondage représenté par sa présidente Laurence Parisot. Bonjour. Quelques questions concernant les vœux des Français pour les années 2000 dans différents domaines, y compris dans les domaines humanitaires. Que nous ont appris ce sondage commandé donc par France 2 dans les domaines de l'humanitaire également de la politique, Laurence, avant de donner la parole à tous nos invités. Eh bien, comme vous venez de le dire, Jean-Luc, l'IFOP a demandé aux Français d'exprimer leurs souhaits, leurs désirs pour eux-mêmes et pour leurs proches et pour les Français en général. Et sur la question précise de l'humanitaire, je trouve qu'on a des résultats finalement assez étonnants. Puisque dans les réponses qu'on proposait aux interviewés, on leur suggérait évidemment comme possibilité de dire ce que je souhaite en premier, c'est la paix dans le monde. Bien. Et alors on va peut-être voir plus tard à l'écran les résultats de la La paix dans le monde, 33%. Ça c'est les premiers résultats. La paix dans le monde est citée effectivement. Un tiers des Français en priorité. Voilà, effectivement en premier par les Français à 33%. Mais essayons de regarder les choses un petit peu différemment. Et on pourrait se dire aussi que c'est tout à fait étonnant que sur cette question et cette possibilité de réponse, il n'y ait qu'un Français sur 3 qui nous dise que... Laurence, on vous a plu au son, malheureusement, votre micro a lâché, donc on va vous apporter tout de suite un scoop. Et effectivement, vous nous disiez juste avant l'émission que vous étiez étonné. Certes, la paix dans le monde, merci Claude, arrive en tête. Merci beaucoup. T'inquiète, sans spectacle. Arrive en tête, mais 33%, ça vous semblait assez peu, Laurence? Écoutez, un Français sur 3 qui dit ce que je souhaite en premier pour les années 2000, pour moi-même, pour mon entourage, c'est la paix dans le monde. Il y a une question à se poser sur le sens de cette réponse. Si vous attendiez 99%. Et oui. Alors que la grande surprise aussi, c'est ce qui arrive en deuxième position. Oui, l'opinion a sans doute été alertée par les marches blanches en Belgique, par tout ce qui s'est passé ces dernières années. Voilà, je propose qu'on regarde d'emblée, ça marche toujours pas. Allez-y, Laurence. Je propose qu'on regarde les 3 premières réponses. Si à l'écran on peut nous les afficher, voilà. Oui. Ce qui vient en deuxième, c'est la disparition du travail pour les enfants à 28%. Et en troisième à 14%, la fin de la famine sur Terre. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Il y a plusieurs interprétations possibles. D'abord, parmi toutes les choses qu'on a proposées, finalement, il y a une certaine hésitation chez les Français parce que tout est également désirable, tout est également respectable. On a tout autant envie de la disparition du travail pour les enfants, de la fin de la famille, que de la paix dans le monde en soi. Mais il peut y avoir aussi autre chose. D'abord, un certain réalisme. Et si l'objet de l'enquête était de demander aux Français de formuler des vœux, peut-être qu'ils ont voulu éviter de formuler des vœux pieux. La paix dans le monde, ça va depuis déplaire à Noël copain, 2000 ans, on sait que c'est quelque chose qui est quasi impossible. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec les futurologues qui ne sont pas tous très optimistes concernant ces prochaines années. Peut-être une réaction tout d'abord. Ronnie Broman, Médecins sans frontières, prix Nobel de la paix cette année. Vous êtes un peu déçu par ça ou non, je suis jamais déçu par un sondage. Je pense que les sondages, c'est plutôt une activité qui est tournée sur... Non, rien du tout. Il fait partie des Français qui souhaitent que les sondages disparaissent à partir de l'an 2000. Non, pas pour vous mettre au chômage, je ne fais pas ça. Enfin, je ne vois pas ce qu'on peut tirer de ça. Non, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Alors, quelle est votre réaction, Ronnie? Non, peut-être que le fait qu'il y ait seulement un Français sur 3 qui attendent la paix, veut dire que la paix n'est plus considérée comme un objectif en soi, parce que la paix, c'est aussi la paix des goulags, la paix des camps, la paix de l'oppression.
et que en soi la paix ne veut pas dire grand-chose, sauf quand on vit la guerre. Le XXe siècle, c'est le siècle de l'humanitaire, c'est le siècle des organisations non gouvernementales qui se battent, donc c'est le siècle où il y a une sorte de prise en main de nos situations. C'est la fin du XXe, c'est les 15 dernières années qui sont vraiment le siècle des organisations privées, d'entraide, disons l'humanitaire, les droits de l'homme, donc toute cette activité d'intérêt général. Mais ça n'est pas le siècle lui-même. Le siècle lui-même, c'est plutôt l'âge des extrêmes, l'âge des désastres, l'âge des guerres, la guerre mondiale. La Croix-Rouge aussi. Philippe Chabas, vous êtes cofondateur et coprésident d'Handicap International. On va revenir sur la convention d'Ottawa qui était signée en 97, qui disait qu'on en avait terminé avec les mines antipersonnelles. La France, très symboliquement, cette année, a détruit cette dernière mine antipersonnelle. Vous avez vu que les Français ont été beaucoup attirés par la cause des enfants. C'est ce qui se ressortait de ce sondage, Monsieur Broman. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous, sachant que les mines antipersonnelles font des victimes dans tous les camps, y compris chez les plus jeunes? Je crois qu'un sondage comme ça, c'est d'abord, pour moi, ça montre la fin des utopies. Je crois que les gens ne rêvent plus à des choses inaccessibles. La paix dans le monde, il y a un réalisme qui fait maintenant le quotidien de tout le monde. Et je crois que face à ce réalisme, moi j'ai l'impression qu'il y a un engagement plus important de proximité. Et je crois que la cause des enfants a touché les gens, et il y a, au-delà de dire il faut que les enfants ne travaillent plus, il y a des gens qui s'engagent pour faire en sorte que les choses changent réellement. Et la question des mines antipersonnelles était très significative. Alors il en reste des mines antipersonnelles au Cambodge, en Mozambique, au Laos, en Afghanistan, y compris au Kosovo, en Tchétchénie, un peu partout. Mais je crois que Philippe, il faut préciser qu'il y a plein de pays qui n'ont pas signé encore. Oui, il y a encore 60 ou 70 pays qui n'ont pas signé cette convention, mais encore une fois, le fait qu'un mouvement d'opinion publique suscité il y a quelques années par une toute petite poignée d'associations relayées par les médias a réellement contraint les États à signer un traité international. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui restera dans ce siècle, mais encore une fois, l'important aujourd'hui, et ça c'est pour le siècle prochain, c'est que le traité qui a été signé, les engagements qu'ont pris les États soient mis en pratique, et donc je crois qu'aujourd'hui c'est ça notre responsabilité. Moi, mon vœu pour l'an 2000, c'est la responsabilité des individus pour faire en sorte que les États respectent les engagements qu'on les a obligés à prendre. Ronnie Broman, le fait qu'il n'y ait que 33% de gens qui croient qu'une paix, s'ils la souhaitent comme ça, est-ce que ça ne prouve pas aussi qu'ils se rendent compte qu'un peu partout il y a des conflits? On pense à Tchétchénie en ce moment, où au fond les Russes font ce qu'ils veulent, ils sont en train de détruire, de raser une ville, d'envoyer des populations civiles en Ingouchie partout, et qu'on ne peut pas faire grand-chose, qu'on est nous-mêmes impuissants. Je pense à l'Union européenne notamment. Finalement, cette année 1999, elle a vu quelques belles choses se réaliser, l'indépendance de Timor et une intervention enfin décidée par la communauté internationale, mais en même temps, cette guerre du Kosovo drapée dans la vertu humanitaire, qui précède de très peu une autre guerre, celle de Tchétchénie, qui se déroule dans l'indifférence, l'impassibilité de tous, et en ce moment. Alors, je trouve qu'il y a quelque indécence à dire je voudrais la paix dans le monde, alors qu'on sait qu'en ce moment même, il y a des guerres ravageuses, des guerres en plus qui se déroulent de manière totale, c'est-à-dire sans qu'il y ait la moindre distinction entre combattants et non combattants, c'est-à-dire une guerre telle que, théoriquement, on l'a interdite au cours de ce siècle. Donc oui, je crois qu'il y a une attitude de retrait. Vos vœux non pieux, vos vrais vœux pour le début des années 2000, ça aille mieux. Ou comment? Que ça aille mieux globalement. On va poser la même question à Denis Robillard d'Amnesty International. Quels sont vos principaux vœux, vous, pour l'année qui commence? Pour l'année qui commence, et le millénaire qui suivra, évidemment. Oui, ce serait que la guerre de Tchétchénie s'arrête, parce que c'est une insulte au droit humanitaire, comme vient de le dire Ronnie Broman, et qu'on a rarement vu, ou ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, de la part d'un grand pays avec un siège permanent au Conseil de sécurité, un tel mépris des conventions de Genève, des conventions de l'Haye. Alors il y a une des grandes batailles de l'Amnesty International, c'est la peine de mort. Et vous avez cette année haussé le ton à l'égard des États-Unis notamment. Oui, on a travaillé particulièrement sur les États-Unis parce que, pas simplement sur la peine de mort, mais aussi on a battu les records cette année, je crois qu'on est pas 100, 98 exécutions, notamment au Texas. On traîne les gens, il y en a même un qui était quasiment mort qu'on a ranimé pour le griller. Oui. Et ça, c'est votre bagarre forte. Ça, c'est sur l'an 2000, effectivement, on appelle à un moratoire des exécutions pour l'an 2000. C'est évidemment un message d'opinion, on ne se fait pas d'illusion de ce point de vue. Mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire, ça a été une avancée de ce siècle. À peu près sur les 10 dernières années, 3 États chaque année ont aboli la peine de mort. Et les États-Unis sont en régression de ce point de vue. En France, octobre 80. à l'époque,
à l'époque, l'opinion était pour la peine de mort et depuis, l'opinion a changé d'avis. Oui, les sondages étaient en faveur de la peine de mort et c'est dû au courage, notamment, il faut le saluer, de Robert Badinter, qui s'est beaucoup battu pour ça. Ce qui est très important, cette année, l'opinion française a été majoritairement abolitionniste. Parce que ça n'a pas de relation de cause à effet. Quel gouverneur du Texas déjà? C'est Bush. C'est Bush qui risque d'être l'un des grands favoris d'élection présidentielle américaine. Et qui sert donc de l'arme, de cette arme-là pour faire, d'une certaine manière, ce qui est campagne clair, politique. c'est qu'aux États-Unis, être favorable à la peine de mort, c'est un bon argument électoral. Noël Copin, un mot peut-être là-dessus, vous qui défendez la centaine de journalistes à travers Reporters sans frontières qui vivent actuellement sous séquestration. Un mot sur tout ce que vous avez entendu et sur vos vœux concernant ce début millénaire. Sur les vœux, Claude Sérillon qui me connaît bien ironisait tout à l'heure sur l'expression de vœux pieux. Alors si vous voulez, moi mon vœu serait qu'il y a eu un grand vœu. Copin a été à Antenne 2 longtemps et puis avant il était à la Croix. Après aussi. Et après aussi. Non, il y a eu pour moi un événement très important dans ce siècle, presque à mi-parcours, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui était une réaction à la barbarie, et autant ce siècle était celui de la barbarie, je crois que c'était aussi un siècle de prise de conscience dans le domaine des droits de l'homme. Mais malheureusement, eh bien, ce très beau texte sur la fraternité humaine est resté un vœu pieux. Alors mon vœu serait que tous ceux qui ont signé cette déclaration et leurs successeurs prennent enfin ce qui a été dit à ce moment-là au sérieux. Parce que c'est vrai, ce qu'on a dit tout à l'heure, souhaiter la paix, ce n'est pas nous, ici, dans ce studio, qui allons faire la paix en Tchétchénie. Mais pensant à toute l'influence des actions des ONG sur les gouvernements, sur les États en particulier, bien sûr, sur les États occidentaux, si ces États arrivaient vraiment à prendre au sérieux ce qu'ils disent sur les droits de l'homme, ce serait déjà pas si mal. Car il y a là, je crois aussi, on termine le siècle par une hypocrisie dans ce domaine. Noël Copin, merci. Emmanuel Cos, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente d'ACT UP depuis peu, depuis le mois de septembre dernier. Une question a été posée aussi par l'IFOP aux Français concernant leurs vœux pour les années 2000, évidemment dans le domaine de la santé, à la veille de changement d'année, etc., etc. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se réaliser en premier, puis en deuxième? Guérir le cancer arrive donc en premier à 44%, suivi du sida à 32%. Bien loin devant les maladies génétiques, qui sont quand même une des grandes causes de ce prochain millénaire, qui sont à 11%. Que vous inspire le résultat de ce sondage? Je pense que c'est un peu normal. Enfin, quand on parle de maladies, on connaît surtout le cancer et le sida. Après, je ne sais pas trop, moi, les sondages, comme Ronnie Broman, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Très curieusement, il y a eu une explosion du sida, il y a eu une prise de conscience tardive. On connaît toutes les affaires, les procès qu'il y a eu là-dessus. Et puis maintenant, on a le sentiment qu'un peu trop vite, notamment dans les pays du Nord, où on a les médicaments. Notamment en France. Dans les pays du Nord, on a les médicaments, et dans les pays du Sud, on a les malades. Il y a une sorte de déséquilibre de fin de siècle là, qui est terrible, non? Oui, en plus, on a des médicaments. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on n'avait pas de médicaments, donc on était dans une autre dimension. Aujourd'hui, on a des médicaments, on sait soigner, enfin en tout cas, on sait ralentir la maladie. On a des structures, mais on n'a pas de désir de distribuer les molécules là où on en a besoin. Il y a quand même... Alors, là où il n'y a pas d'argent, quoi. En gros. Là où il n'y a pas d'argent. L'Afrique compte 23 millions de personnes atteintes aujourd'hui. 95% des personnes atteintes sont dans les pays du Sud. Et en même temps, dans les pays du Nord, l'épidémie, elle ralentit pas. Elle ne régresse pas. Et on voit aujourd'hui, vous parlez en France, pour tout le monde, le sida c'est terminé. Alors qu'il y a des gens qui meurent du sida actuellement, qui n'ont plus de traitement. On a des chiffres, aujourd'hui on dit qu'il y a 8000 personnes qui n'ont pas de traitement parce qu'ils sont en impasse thérapeutique, mais dans 6 mois, il y en aura plus. On a des chiffres assez alarmistes là-dessus sur les pays où il y a des traitements. Et face à ça, il y a une sorte de passivité générale, de discours assez timide. Combien y a-t-il de contamination, d'après vos chiffres, Où par ça an en France? En France, on estime, c'est le ministère, parce qu'il y a un gros problème, il n'y a pas de chiffre exact en France là-dessus. On estime que les contaminations depuis 1995, elles sont entre 3000 et 5000. Et aux années les plus fortes de l'épidémie en France, elles étaient à 8000. Ce qui veut quand même dire que l'épidémie a un peu régressé, mais pas plus que ça. Tout le monde n'est pas passé au préservatif automatique. Non, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous regardent et ça. qui ce soir vont se rencontrer et peut-être s'aimer? Ils peuvent même pas s'aimer, juste avoir des rapports sexuels tout simplement. C'est pas forcément pour ce soir, je crois que On n'est pas obligé de s'aimer pour avoir des rapports sexuels, je le note. Merci Emmanuel. On recevra dans le courant cet après-midi le professeur Non, mais il y a sur un propos du sida. problème de pratique safe et
quand vous regardez les chiffres en France, les maladies sexuellement transmissibles ont augmenté de manière hallucinante, surtout à Paris, dans les milieux urbains, dans tous les milieux, dans toutes les tranches d'âge. Je crois qu'il faut être clair, on ne passe pas à côté du sida, il y a des préservatifs, il faut les utiliser. Alors, ACT UP, c'est souvent illustré par une sorte de stratégie de rupture, de bagarre très, très violente. Spectaculaire. C'est-à-dire vous avez rompu avec une sorte de consensus que pouvaient avoir certaines associations. Vous pensez que c'est un mode révolu ou que de temps en temps il faut savoir réveiller un peu brut, quitte à le faire brutalement? C'est pas un mode révolu. ACT UP a fait ça parce qu'il y a 10 ans quand on s'est créé, on ne parlait pas de sida, on ne parlait pas de malades. Et quand des personnes témoignaient, c'était à visage couvert, masqué. Donc on a vraiment donné une visibilité à la maladie, avoir un discours très clair et qui marque. Et je pense que c'est ça qui a permis de faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, on est encore en rupture. Quand on est en train de déclarer la guerre aux industries pharmaceutiques, et je vous assure qu'on nous le fait payer financièrement, juridiquement, on nous le fait payer en ce moment, et qu'on se bat pour l'accès au traitement, et qu'on est en train de décortiquer les profits des laboratoires pour juste montrer que c'est simple de distribuer des molécules, c'est juste une problème de volonté politique, on est toujours dans cette logique de rupture. On ne cherche pas le consensus, on a toujours cherché des moyens de défendre les personnes qui étaient en difficulté et d'amener un discours sur la maladie qui soit le discours de nos vies. Mais alors, Ronnie Broman, vous qui avez fait partie de l'équipe avec les Kouchner, les Emmanueli, les Maluret, créateurs de ce qui est maintenant le prix Nobel de la paix, vous pensez que vous qui êtes devenu une institution maintenant un peu, est-ce que vous donnez raison à Emmanuel Ecosse? Est-ce qu'il faut des stratégies de rupture de temps en temps? Directement. Oui, bien sûr. D'ailleurs, avec ACT UP, il y a plusieurs actions qui sont menées ensemble, en particulier pour l'accès aux médicaments essentiels, dont les médicaments anti-sida font évidemment partie, mais pas seulement. Il y a aussi les médicaments contre la maladie du sommeil, contre le paludisme, contre un certain nombre de pathologies tropicales qui sont aujourd'hui privées de tout moyen thérapeutique, alors que ces moyens existaient dans le passé. C'est tout de même un paradoxe. Donc non, j'ai absolument... Parce qu'on meurt encore du palu. On peut être tout à fait en désaccord sur un certain nombre de points, plutôt des analyses que des méthodes d'action d'ailleurs, plutôt des façons d'exprimer un problème que des façons de manifester son indignation devant ce problème. Mais à cette réserve près, non, on fait des tas de choses avec ACT UP. Emmanuel, vos vœux, je ne sais pas si vous avez des vœux, vous, mais en tout cas des espoirs pour ces prochaines années. Vous dites qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles actions spectaculaires de la part d'ACT UP. À quoi peut-on s'attendre dans les jours, les mois qui viennent? Je ne vous dirai rien, mais... nos vœux, c'est des traitements le plus vite possible, parce qu'ils sont là, il suffit juste de les distribuer, et des traitements aussi, des nouveaux traitements pour la France et les pays d'Europe. Laurence, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais quand même défendre un petit peu les sondages, parce que ils vous apportent des informations très intéressantes et qui, à mon avis, peuvent vous être utiles. Dans la logique de ce que vous venez de dire, il faut savoir que quand on demande à l'ensemble de la population quelle est la maladie que l'on souhaite guérir en premier, c'est vrai que c'est le cancer qui arrive en tête. Mais attention, ce qui est très intéressant, c'est de regarder aussi par catégorie d'âge. Et chez les 15-25 ans, ce n'est plus le cancer qui arrive en tête, c'est effectivement le sida, et à 60%. C'est-à-dire que vous avez quand même... Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là-dedans? Les tranches d'âge, quand on est dit on a peur du cancer, ça veut dire que vous avez une génération... C'est pas étonnant quand même, il ne faut pas parler de surprise, c'est même annoncé, c'est attendu. Peut-être, mais c'est bien de savoir qu'il y a une génération qui est effectivement consciente de ça et qui, je pense... Vous savez, des sondages, on en connaît un. La génération en France 15-18 est extrêmement bien informée sur le sida. Il y a un sondage de Sida Info Service qui a été fait, je ne sais pas si avec vous, avec d'autres. Vous voyez, vous y croyez au sondage? Mais pas que j'y crois pas, j'ai rien à dire sur ce que pensent les Français, mais on les utilise évidemment. Les 15-18 ans sont très bien informés à 90% et les sondages montrent que l'information est très précise. Oui. Sauf que plus de 50% des jeunes du même âge n'utilisent pas de préservatif, n'utilisent pas de moyens de contraception. Donc je crois qu'il faut dépasser le sondage. Il faut bien comprendre après pourquoi des personnes n'ont pas accès ou n'arrivent pas eux-mêmes à avoir des pratiques qui les protègent. Les sondages sont juste une piste. Et puis les sondages, c'est pas non plus un engagement, parce qu'on n'a pas seulement besoin c'est bien de vouloir guérir le sida. Nous, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui soient un peu plus engagés là-dessus, enfin des gens avec des gouvernements et des politiques. Je crois que ce qui est intéressant, ce qui a été dit sur la stratégie de rupture, je crois que c'est ça qui est le phénomène associatif, peut-être, c'est ça que la fin du siècle. L'association, la loi 1901, dont on va fêter le centenaire l'année prochaine, c'est une grande richesse en France, et je crois que c'est ça qui fait la richesse des associations, c'est qu'on doit surtout ne pas s'institutionnaliser et être en permanence en recherche
de stratégie de rupture pour forcer. Alors c'est pour ça que les sondages, ça nous aide à mieux travailler, mais il ne faut pas qu'on suive les sondages. On n'est pas responsable de la gestion des affaires publiques. On est responsable de provoquer les gouvernements, de les amener à prendre des décisions. Et je crois que c'est ça qui fait la responsabilité individuelle. Moi, je n'ai jamais utilisé un sondage pour prendre une décision. Je ne pas un débat sur les sondages de Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que je trouve que les sondages cette année ont été plutôt encourageants sur la capacité de solidarité internationale et que ce qui s'est passé sur le Kosovo, l'intérêt qui est manifesté aujourd'hui par les Français sur une question, sur un pays comme la Tchétchénie, c'est quand même extrêmement encourageant comme gage de solidarité pour l'avenir. C'est également vrai en France, partout où la marée noire a déversé ces tombereaux d'horreur. On voit qu'à l'heure où on est en train de se parler sur ce plateau, à l'heure où on est en train de préparer les petits fours, par ailleurs, des gens ont traversé le pays entier pour mettre les mains dans le cambouis. On sait aussi qu'on essaie de replanter des arbres, qu'on essaie de soigner un petit peu la France, qui a vraiment souffert. Je voudrais juste donner l'adresse du site internet de France Télé, de France 2, où vous pouvez nous envoyer nos messages, parce qu'effectivement, beaucoup de gens qui ont besoin de pas mal de choses font des appels. Vous pouvez leur répondre directement, donner des idées. www.france2.fr. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Nous en parlerons plus tard, tout au long de l'après-midi. Merci. Non, je voulais juste dire, puisque c'est la troisième réponse des Français, qu'en matière de thérapie génique, récemment, l'hôpital Necker et le professeur Arnold Munich sont peut-être sur la voie de réussite pour les années à venir sur des enfants atteints de certaines maladies. Et donc ça, c'est un très très bel espoir pour le début de l'an 2000. Que la solidarité existe dans ce pays. Merci de tenir la flamme bien éveillée, chacun dans votre domaine et dans votre spécialité. On retrouvera Laurence pour d'autres débats qui nous concernent, qui nous parlent. Mais pour l'heure, on retourne à la fête. À la fête quand même, et à la formation juste après ça. Le petit bonhomme en mousse. Découvrez le nouveau single de Patrick Sébastien, Le petit bonhomme en mousse. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeon. Un disque Universal. A smile that stays alive and you live in magical harmony. You smile away a smile that you give in a fantasy that's life. You smile and Disneyland Paris, rien que d'y penser, ça fait rêver. C'est la révolution dans les douches. On n'aura plus jamais à les nettoyer. Ajax Shower Power, c'est révolutionnaire. Après la douche, un coup de spray, il prévient les dépôts de calcaire et les moisissures. Oubliez l'éponge, le récurage, oubliez le rinçage, vive la liberté. La douche reste impeccable. Ajax Shower Power, un coup de spray et ça reste propre. Les fameuses coquilles cuisinées à la bretonne Tipiac. Pirate! Les recettes fruits de mer Tipiac, tout est dans la recette. Bientôt sur France 2, les grands divertissements du millénaire avec Host. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette soirée exceptionnelle. Pour fêter dignement l'entrée dans l'an 2000, le service des sports de France Télévisions rend hommage à tous les grands champions qui ont marqué l'histoire du sport au cours de ce siècle. Je te mentirais. De Jesse Owens à Juste Fontaine, d'Eddie Merckx à Carl Lewis, les héros d'hier et d'aujourd'hui seront tous à l'honneur pour nous avoir émus et fait vibrer dans les trophées du siècle. Dimanche soir, Patrick Chêne et Nadia Comaneci vous présentent le plus beau des podiums à 20h55 sur France 2.
infuselles Ricola aux plantes sont délicieuses et bienfaisantes. Un plaisir sain et instantané. MFM présente Victoria. Car le désir de chanter est au-delà de tout ce dont j'avais rêvé. Le plaisir de chanter. Le désir de chanter, le premier tube émotion de Victoria. La beauté n'est plus le privilège de la jeunesse. Les laboratoires Dr Pierre Ricot l'ont compris. Par leurs soins, mais aussi une écoute et des conseils en direct, ils vous aident à être chaque jour plus rayonnante. Dr Pierre Ricot, 01 53 53 85 00. Ma mission, sélectionner le meilleur du numérique pour vous faire découvrir la télé autrement. Des chaînes exclusivement sélectionnées pour vous, avec 5 chaînes cinéma, 43 films par jour. Avec Foot Plus, suivez la D1 et le meilleur des championnats européens. Je suis allé sélectionner pour vous 4 chaînes comme Disney Channel pour les enfants et pour moi. Et grâce à qui le meilleur du numérique? Pour Noël, tous les thèmes, 5 chaînes cinéma et Disney Channel pour 110 francs par mois. Et la parabole est gratuite. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Tout d'abord, il y a eu la crème fraîche, épaisse. Puis est apparue la crème fluide. Aujourd'hui, voici la crème semi-épaisse d'Elevir. Une crème nappante, gourmande et pratique. Pour en savoir plus, appelez le 0801 803 802. À quoi sert de tant voyager Quand on a la France à ses pieds. Vous comptez rester? Oh maman, regarde la maison. Savoyarde, tout en pente douce pour la neige. Tu vois ma chérie, ça c'est la... C'est la provençale, Gironde. La maillot d'ocre et de rose. La normande avec son toit de chaume, la rétaine et ses volets verts, l'alsacienne... Oh, mais c'est chez nous ça. Belle Maison des villages de France, une collection de maisons miniatures pâte à la main. Cette semaine, le numéro 1, le mât provençal, le fascicule, 10 francs seulement. 10 francs, ça me clôt le bec. Une création des éditions Atlas. Qui va vous faire un bon gâteau aux pommes aujourd'hui? Maman Gâteau Alza. Je verse ma pâte liquide toute prête, des quartiers de pommes, et voilà, un délicieux gâteau aux pommes. C'est tous les jours la fête avec Maman Gâteau Alza. Toyota Yaris et les voitures de l'an 2000.